Bonjour. Alors, on commence un nouveau chapitre. En fait, on se lance dans la grosse partie là, du cours de sciences de troisième secondaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la biologie. Donc, on commence avec le début, puis dans le fond, ça va nous occuper là, la section sur la biologie. On va faire ça pas mal tout le reste de l'année, ou presque. Donc, on commence tout d'abord au niveau microscopique, puis tranquillement, pas vite, on va aller dans des organes et dans des systèmes à l'intérieur de notre corps qui sont de plus en plus gros. Alors, chapitre 4, organisation du vivant. Vous avez vu l'année passée que pour être considéré comme un être vivant, une des conditions nécessaires, c'est que l'objet ou l'item ou la chose soit composé de cellules. Les cellules sont à la base de n'importe quel être vivant, que vous soyez un animal ou une plante, que vous soyez une bactérie, que vous soyez un palmier ou un chat ou une petite bactérie, comme je disais, tous ces organismes-là ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont composés de cellules. Vous avez ici deux schémas de cellules, cellules animales, cellules végétales, qui sont les deux grandes catégories de cellules qu'on retrouve à la base des êtres vivants. Donc, nous, notre cellule, elle ressemble à une cellule animale, c'est comme ça ici. Et les plantes, donc c'est ça, là, les plantes, les fleurs, les arbres, tout ça, ont des cellules qui ressemblent plus à la cellule végétale ici. Par contre, ce que la cellule animale et ce que la cellule végétale, ils ont des choses en fait là, qui se différencient les unes des autres, mais ils ont trois éléments qu'elles ont en commun, ces deux types de cellules-là. Et c'est les trois structures suivantes. Donc, que vous soyez une cellule animale ou végétale, vous avez ce qu'on appelle une membrane cellulaire, ce qui entoure la cellule. Vous avez aussi ce qu'on appelle le cytoplasme. Moi, j'appelle ça un peu le jello. C'est ce qui compose le cœur de la cellule, si vous voulez. Toutes les autres structures de la cellule baignent dans cette espèce de jello-là qu'on appelle le cytoplasme. Et finalement, que l'on soit un végétal ou un animal, nous avons toujours environ au centre de la cellule un noyau. Et nous, ce qui va nous intéresser beaucoup dans ce chapitre-là, c'est justement qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du noyau. Il existe plusieurs types de cellules, même si plusieurs sous-types en fait de cellules. Donc, je vous ai dit tantôt, première grande division de cellules, cellule animale, cellule végétale. Et ensuite, si on est une cellule animale, par exemple, ben, on peut être plusieurs types de cellules différents. Nous, on va diviser ça en deux grands types de cellules. Ça va être important de comprendre la différence pour la suite des explications. Donc, on a tout d'abord ce qu'on appelle une cellule somatique. Ça, c'est pas mal toutes les cellules qui composent notre corps. Donc, les globules rouges, les cellules de peau, les neurones, les cellules qu'on a dans notre système digestif. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des cellules somatiques. Donc, vous avez ici une illustration de globules rouges et ici, ce sont des cellules de peau que l'on a vues au microscope. Donc, ça, c'est la première grande catégorie de cellules, les cellules somatiques. L'autre catégorie de cellules que l'on retrouve, c'est ce qu'on appelle les cellules sexuelles. C'est les cellules qui vont entrer en action lorsqu'il y a fécondation. Donc, quand il y a reproduction sexuée, donc pour produire un nouvel organisme vivant, on a besoin de cellules sexuelles. Un synonyme pour cellules sexuelles, c'est gamète. C'est ce que vous avez ici. Attention, c'est pas un nom féminin, gamète. On ne dit pas une gamète, mais on dit bien un gamète. C'est un nom masculin. Donc, à bien faire attention quand vous aurez à écrire ça dans les examens. Le gamète mâle, donc la cellule sexuelle chez les hommes, chez les garçons, c'est le spermatozoïde. Ça, vous le savez déjà. Vous en avez entendu parler l'année passée aussi. Et la cellule sexuelle chez les femmes, ou le gamète femelle, c'est l'ovule. Donc, lorsque spermatozoïde et ovule entrent en contact, on a ce qu'on appelle la fécondation et création d'un nouvel organisme. On va revenir là-dessus tantôt. Donc, bien important de bien distinguer les deux types de cellules dont on va discuter dans ce chapitre-là. Cellules somatiques, qui sont pratiquement toutes les cellules de votre corps, et les cellules sexuelles. Chez les femmes, ce sont vos ovules. Chez les hommes, ce sont les spermatozoïdes. Alors, je vous l'ai dit tantôt, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se retrouve dans le noyau des cellules. Que l'on soit une cellule animale ou végétale, on a un noyau. Que l'on soit une cellule somatique ou une cellule sexuelle, on a un noyau. Ça, c'est commun. Le noyau, c'est une structure qui est commune à toutes les cellules. Alors, si je zoome un petit peu et je m'en vais dans le noyau, on obtient ça ici, une espèce de toile, si vous voulez, plein de petits filaments là, qui sont retournés les uns les autres
qui sont comme compactés, twistés les uns sur les autres. On va revenir là-dessus tantôt. Qu'est-ce que c'est ce matériel-là? Le noyau, il est important parce qu'il contient tout notre matériel génétique, ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce qui fait de vous ce à quoi vous ressemblez, vos caractéristiques physiques comme la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, votre taille, est-ce que vous avez des taches de rousseur ou non, la longueur de vos mains par exemple. Tout ça, c'est ce qui constitue votre matériel génétique. Et ces informations-là se retrouvent dans un petit espace qui est le noyau. Votre matériel génétique, oui, c'est vos caractéristiques physiques, mais c'est aussi, ça regroupe aussi toutes les informations qui permettent à vos cellules de fonctionner. Donc, ce qui fait, par exemple, en sorte que votre corps libère de l'insuline dans votre sang, par exemple, pour permettre au taux de sucre de s'équilibrer. Ben ça, l'insuline, elle est sécrétée, elle est libérée par des cellules. Et ce qui fait en sorte que les cellules peuvent libérer ça, ben, c'est qu'elles ont des instructions dans leur noyau, des instructions liées à leur matériel génétique. Donc, deux catégories importantes de matériel génétique. Tout ce qui fait en sorte que vous ressemblez à ce que vous êtes, donc votre apparence physique, et comment vos cellules fonctionnent. Votre matériel génétique, il est emmagasiné dans une molécule qu'on appelle l'ADN. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'ADN. C'est une molécule extrêmement importante pour la vie et aussi très complexe. On l'appelle ADN, c'est une abréviation en fait. Le nom complet de la molécule d'ADN, c'est acide désoxyribonucléique, d'où A, D et N. C'est donc la molécule que l'on retrouve dans le noyau et qui contient tout notre bagage génétique. La molécule d'ADN, c'est très facile de la reconnaître sur des images. On la représente toujours comme ça ici, une espèce d'escalier en colimaçon, une espèce d'échelle tortillonnée, si vous voulez, avec des barreaux là, entre les deux. On va regarder ensemble c'est quoi la structure de la molécule d'ADN plus précisément. Alors, petit résumé, je n'ai pas encore parlé des chromosomes, mais je vais revenir tantôt. Donc, petit résumé, on a la cellule. Dans la cellule, on a le noyau. Dans le noyau, vous vous souvenez tantôt, je vous ai parlé des espèces de filaments qui sont tortillonnés l'un sur l'autre. Ça, je vais en reparler tantôt. Ce sont les chromosomes. Et si on zoomait dans un chromosome, on obtiendrait la molécule d'ADN qui est la double échelle. On va appeler ça en fait une double hélice. Voici un autre schéma encore une fois. Donc la cellule avec le noyau. Dans le noyau, on a les chromosomes. Et les chromosomes, ce sont tout simplement des molécules d'ADN qui ont été compactées, qui ont été condensées sur elles-mêmes pour former une structure plus compacte. Alors, la structure de l'ADN. La structure de l'ADN, on l'appelle souvent la molécule à la double hélice. Double, pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, vous avez toujours deux côtés. Hein. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un brin qui est le côté orange et on a un autre brin qui est le côté bleu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est double. Et c'est des chaînes qui sont enroulées sur elles-mêmes, un peu comme un cordon de téléphone. Les vieux téléphones, évidemment, qu'on utilisait dans le temps, les téléphones qui n'étaient pas sans fil, les cordons de téléphone sont un peu enroulés les uns sur les autres, mais ça ressemble un petit peu à ça, la molécule d'ADN. Donc, deux chaînes, la chaîne orange, la chaîne bleue, qui forment ce qu'on appelle une double hélice. Et dans la molécule d'ADN, on retrouve aussi qu'est-ce qu'on appelle des bases azotées. Je vais y revenir tantôt. Alors, on compare souvent la molécule d'ADN aussi à une échelle avec des barreaux. Donc, dans le fond, j'ai pris mon image ici, j'ai pris ma double hélice qui était tortillonnée et je l'ai mis droite. Et ça a donné quelque chose comme ça ici. Donc, vous voyez que ça ressemble un peu à une échelle. Vous avez les deux barreaux ici, qui sont les deux barreaux de... Comment je pourrais dire ça? Qui sont les plus solides, en fait. Et entre les deux barreaux, on a des mini-barreaux qui nous... Dans une échelle, c'est là-dessus qu'on marche quand on veut grimper sur une échelle. Donc, c'est les petits barreaux ici qui sont à l'horizontale. Bien, c'est ce qu'on retrouve ici aussi. Donc, quand on déroule une molécule d'ADN, on se ramasse avec une échelle qui contient des millions et des millions de barreaux, de mini-barreaux, en fait, comme ça ici. Et en fait, les mini-barreaux que vous voyez ici avec les lettres, c'est ce qu'on appelle des bases azotées qui font partie de la structure de l'ADN. Les bases azotées,
Il en existe 4. Je vais juste aller les chercher. Les 4 bases azotées, ça c'est important de les prendre en note. Donc, adénine, qu'on va identifier par la lettre A majuscule. Guanine, qu'on identifie par la lettre G. Thymine, qu'on identifie par la lettre T. Et cytosine, qu'on identifie par la lettre C. Donc, vous les avez ici. En jaune, c'est A pour adénine. En vert, c'est T pour thymine. En bleu, c'est C pour cytosine. Et en rose, c'est G pour guanine, si on se réfère en fait à mon schéma qui est ici. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des bases azotées. Et si vous regardez bien votre échelle d'ADN, qu'est-ce qu'on remarque avec nos bases azotées? On remarque que les mêmes couleurs vont toujours ensemble. Le bleu va toujours aller avec le rose. Donc bleu-rose, 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 bleu-rose. Ici aussi encore, ici. Et on remarque que le vert va toujours avec le jaune. Vert-jaune, jaune-vert, jaune-vert, vert-jaune, jaune-vert, etc., etc. Donc, nos bases azotées vont toujours se lier de la même façon ensemble. Et c'est ce qui va permettre, c'est la liaison entre les bases azotées, en fait, qui permet à votre molécule d'ADN d'avoir ces doubles brins collés ensemble. Si on n'avait pas ces liaisons entre les bases azotées, ben on se ramasserait juste avec 2 brins d'ADN qui sont complètement séparés l'un de l'autre. Donc, important à retenir, l'adénine va toujours aller avec la thymine et la thymine va toujours aller avec l'adénine. Jamais, jamais vous allez voir l'adénine se lier avec une autre base azotée que la thymine et vice-versa. Et la guanine va toujours aller avec la base azotée cytosine. Jamais vous ne verrez la guanine se lier avec une autre base azotée que la cytosine et vice-versa. Donc, on peut l'observer dans le schéma ici aussi. Vous voyez que A et T vont toujours ensemble. On les a ici, on les a ici. Et vous voyez que G et C vont toujours ensemble aussi. On les a ici, 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 ici. C'est comme des pièces de casse-tête, en fait, qui vont s'assembler ensemble pour permettre aux morceaux de rester collés. Et quand vous faites un casse-tête, vous ne pouvez pas coller n'importe quel morceau avec n'importe lequel. Vous ne pouvez pas coller n'importe quel morceau ensemble. Il y a toujours une structure. Il y a une façon de les coller ensemble qui est bien particulière. Il faut que le trou fit, comme on dit. Et bien, c'est le cas ici avec nos bases azotées. Parce que ce sont 4 bases azotées qui ont des structures différentes. On ne peut pas lier n'importe quelle base avec n'importe quelle. Donc, je résume ça un petit peu. Donc, vous avez la double hélice. La double hélice, elle est composée de 2 brins d'ADN. Il y a le brin en orange dans mon schéma ici. Il y a le brin en bleu. Si on déroulait cette double hélice-là, on aurait quelque chose qui ressemble à une échelle, comme ça ici. Et les 2 côtés de l'échelle peuvent rester collés ensemble grâce aux bases azotées qui se lient ensemble, le G avec le C, ou le C avec le G, et le T avec le A, ou le A avec le T. C'est ce qu'on observe ici. Hop. Maintenant, on vous parle de nucléotides. Nucléotide, c'est l'unité de base de la molécule d'ADN. En fait, si j'avais, je retourne à mon image ici, si j'avais à encercler un nucléotide, j'encerclerais ça ici. La base azotée avec une partie du squelette de l'échelle. En fait, un nucléotide, c'est composé de la base azotée, d'un groupement phosphate et d'un sucre. Et tout ça, on regroupe ça sur l'échelle d'ADN, comme ça ici. Donc, ce que j'entoure ici présentement, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. C'est comme c'est l'unité de base, c'est un bloc Lego de notre molécule d'ADN. Vous l'avez ici aussi, je l'ai entouré, là, c'est plus ou moins clair, mais il faudrait que je le déplace un petit peu. Mais en fait, vraiment, là, un nucléotide, c'est la base, c'est une base azotée. Hein. C'est pas les 2 bases azotées ensemble, c'est une base azotée avec le sucre et le groupement phosphate que l'on retrouve sur notre côté de notre échelle d'ADN. Notre code génétique maintenant. Qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, moi j'ai les yeux bleus et ma sœur a les yeux bruns? Je vous ai dit tantôt, la couleur de nos yeux est dictée par le matériel génétique que l'on retrouve dans les noyaux de nos cellules. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un va avoir les yeux bleus et quelqu'un va avoir les yeux bruns? En fait, c'est tout simplement l'ordre dans lequel sont placées les bases azotées qui vont déterminer notre code génétique. Par exemple, pour les yeux bleus, là j'ai pris un exemple, c'est pas vrai que c'est comme ça. C'était juste pour vous démontrer la chose. Donc, yeux bleus,
On va avoir la séquence, par exemple, A, C, 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 T, T, A. Cette séquence-là, c'est une séquence de bases azotées. Je vous rappelle que A, c'est adénine, C, c'est cytosine et T, c'est thymine. Donc, A, C, C, T, T, A, ça veut dire que j'ai adénine, cytosine, 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 thymine, thymine, adénine. Ça, c'est pour les yeux bleus. Si je regarde la séquence pour les yeux bruns, bien là, j'obtiens A, C, T, T, C, 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 A. Donc, adénine, cytosine, thymine, thymine, cytosine, 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 adénine. On voit que c'est pas du tout la même séquence. J'ai les mêmes bases azotées, là. Dans les deux cas, j'ai de l'adénine, de la cytosine et de la thymine, mais c'est l'ordre dans lequel sont placées les bases qui va déterminer si j'ai les yeux bruns ou les yeux bleus. C'est comme quand vous écrivez un mot. Par exemple, vous écrivez le mot Noël. Ben, pour écrire le mot Noël, vous mettez les lettres dans l'ordre. N, O, E, L. Le fait que les lettres soient placées dans cet ordre-là, ça vous donne le mot Noël. Si vous aviez placé les mêmes 4 lettres, mais dans un autre ordre, vous auriez pu obtenir un nom différent. Par exemple, Léon. Là, dans ce cas-ci, j'ai le L, le E, le O et le N. Les lettres ne sont pas dans le même ordre, donc ça forme un nom qui est différent. Ça reste les mêmes lettres, mais placées dans un ordre différent. Et on voit que c'est Noël et Léon, c'est pas du tout le même mot. Ça veut pas du tout dire la même chose. Mais c'est la même chose avec les bases azotées. L'ordre dans lequel elles sont placées va nous indiquer qu'est-ce qu'on va avoir comme apparence. On va voir si vous avez bien compris. Donc, vous voyez ici, c'est une partie d'une molécule d'ADN. C'est indiqué, vous l'avez dans votre cahier de notes, donc on a indiqué les bases azotées, A, T, C, T, C, C, T, T, A, C, etc. Vous voyez, il y a des cercles blancs. Les cercles blancs, c'est que vous devez placer les endroits où il manque la base azotée. On dit la base azotée complémentaire, donc la base azotée qui va se lier. Par exemple, ici, j'ai un C sur un côté. De l'autre côté, j'ai un espace blanc. Quelle base azotée va toujours avec C? C'est la base azotée guanine. Donc, vous allez mettre un G ici. Donc, vous pouvez faire le reste par vous-même pour voir si vous avez bien compris. Puis après ça, revenez dans la vidéo pour vous corriger. Bon. Donc, on a dit tantôt que C allait toujours avec G. Donc ici, ça prend un G. Ensuite, T. T va toujours avec quelle base azotée? T va toujours avec A. Donc, on va mettre un A dans le cercle en bas. C va toujours avec G. Donc, un G ici. C va toujours avec G. Donc, un G encore en bas ici. T va toujours avec A. Donc, on met un A dans le cercle ici. A va toujours avec T. Donc, on met un T dans le cercle en bas. Et finalement, C va toujours avec G. Donc, on met un G dans le cercle manquant ici. Et vous avez votre matériel génétique qui a été bien codé ici. Le gène maintenant. Donc là, on a parlé d'ADN, on a parlé de base azotée, on a parlé de séquence de base azotée. On va parler de gène. Votre molécule d'ADN, elle est très, très longue. Vous l'avez ici, là, on l'a détortillé un petit peu. Hop. Et un segment d'ADN en particulier, c'est ce qu'on appelle un gène. Par exemple, si je reviens à mon exemple de tantôt, pour la couleur des yeux, ça ici, chacune des séquences qui sont écrites ici, ça correspond à une partie de mon brin d'ADN. Une partie de mon brin d'ADN, c'est ce qui constitue un gène. Donc ça ici, c'est le gène pour les yeux bleus. Ça ici, c'est le gène pour les yeux bruns. Donc c'est ça un gène, tout simplement. Et comme je le disais, le gène est constitué d'un nombre variable de paires de nucléotides ou de barreaux d'échelle. Donc, il y a des gènes qui vont contenir 15 bases azotées, il y en a d'autres qui vont contenir 100 bases azotées, il y en a qui vont contenir 1000 bases azotées, ça dépend toujours des gènes. Et ça dépend des organismes aussi, là. Ça dépend des organismes si je parle de l'être humain ou si je parle d'un chat, par exemple. Les gènes, c'est votre matériel génétique et ça peut être transmis, ça, d'une génération à l'autre. Donc, vous avez hérité des gènes de vos parents. Vos parents ont hérité des gènes de leurs parents à eux. Et vous, un jour, si vous avez des enfants, bien, vous allez transmettre vos gènes à vos enfants. À quel moment est-ce que vos gènes sont transmis? C'est lors de la reproduction sexuée, en fait, lors de la fécondation. Donc, quand un ovule entre en contact avec un spermatozoïde pour former une nouvelle cellule, un nouvel organisme, et c'est là, en fait,
que le matériel génétique est transmis et qui va pouvoir mener à la formation d'un tout autre organisme vivant qui est votre enfant. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on hérite du matériel génétique de nos parents. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on va en reparler tantôt. On reçoit le matériel génétique, la moitié de notre matériel génétique vient de notre père et l'autre moitié vient de notre mère. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir, par exemple, la couleur des yeux de votre père, mais avoir la forme de visage de votre mère, par exemple. Parce que votre matériel génétique à vous, c'est une combinaison de ce que votre père vous a donné et de ce que votre mère vous a donné. Autre mot de vocabulaire important que vous allez voir revenir un petit peu, c'est le terme génome. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, entre autres le génome humain. C'est l'ensemble de tous les gènes d'une espèce. Comme le génome humain, c'est l'ensemble de tous les gènes qui forment l'espèce humaine. Donc, tous les gènes que l'on retrouve dans notre corps, les gènes qui nous donnent notre aspect physique, les gènes qui nous donnent notre fonctionnement physiologique, psychologique, les gènes qui disent comment nos cellules fonctionnent, tout ça ensemble, ça forme le génome. Et petit fait intéressant, vous saviez, souvent en comparant les génomes entre eux, on est capable de déterminer à quel point les espèces ont été proches lors de l'évolution, ou à quel point les espèces sont éloignées sur l'échelle de l'évolution. Pour vous donner un petit exemple, le génome humain, nous, en fait les humains, on partage 50% de nos gènes avec la banane. Ça veut dire que le génome humain, le génome de la banane ont 50% de gènes en commun. On s'entend qu'une banane, c'est pas aussi complexe qu'un être humain, là. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on partage quand même beaucoup de gènes ensemble. Et autre fait intéressant concernant la banane possède environ 10 000 gènes de plus que l'être humain. Donc, nous, on est capable de parler, on est capable de marcher, on est capable de réfléchir, d'avoir une pensée critique. On a un cerveau qui fonctionne quand même assez efficacement. Mais on a quand même moins de gènes que la banane, qui est un fruit qui pousse dans un arbre. C'est assez cocasse. Donc, voilà pour le génome. Maintenant, j'ai dit tantôt que j'allais reparler des chromosomes. Les chromosomes, c'est ce qui va nous intéresser beaucoup ici dans le chapitre sur l'organisation du vivant, parce qu'on va parler de reproduction, on va parler de division cellulaire, et c'est là que les chromosomes vont venir entrer en jeu. Donc, les chromosomes, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de structure. Vous l'avez ici, là, c'est hyper condensé, c'est hyper tortillonné sur lui-même. Et si je zoomais à l'intérieur d'un chromosome, ce que j'aurais, c'est ma molécule d'ADN. Donc, le chromosome, c'est tout simplement la façon dont la molécule d'ADN s'est tortillonnée, s'est compactée sur elle-même pour former le chromosome, en fait. Donc, j'ai ma cellule, je zoome, je me ramasse dans le noyau, je zoome encore plus, je me ramasse dans le chromosome, et si je zoome sur mon chromosome, j'obtiens la molécule d'ADN ici. Pardon. Les chromosomes, combien est-ce qu'on a de chromosomes, nous les humains, dans nos cellules? On a 23 paires de chromosomes dans une cellule humaine non sexuelle. Comment ça s'appelle déjà une cellule qui est non sexuelle? On l'a vu tantôt, c'est une cellule somatique. Donc, toutes nos cellules, cellules de peau, cellules sanguines, cellules de cheveux, cellules dans mon intestin, neurones dans mon cerveau, toutes ces cellules-là contiennent 23 paires de chromosomes. Donc, ça veut dire que les chromosomes viennent en paquets de 2. Donc, j'ai un total de 46 chromosomes. Vous les avez ici. Donc, les 23 paires, 1, 2, 3, 4, 5, 22. La 23e paire, on va en reparler tantôt, elle est un peu particulière. Et on voit que chaque paire, je retrouve 2 chromosomes. Fait que dans la paire 1, j'ai 2 chromosomes. Dans la paire 2, j'ai 2 chromosomes. Dans la paire 3, etc., etc. Donc, ça, c'est pour les cellules somatiques. Dans les cellules sexuelles humaines, les chromosomes, ils ne viennent pas en paire. J'ai tout simplement 23 chromosomes. Ils sont tout seuls, mes 23 chromosomes. Ils ne viennent pas en paire. Donc, une cellule somatique, j'ai 46 chromosomes. Une cellule sexuelle, j'en ai la moitié moins, puisque ça ne vient pas en paire. Donc, j'en ai 23. Et on va reparler tantôt comment ça se fait que j'en ai 46 dans une cellule somatique et 23 dans une cellule qui est sexuelle.
Alors, pourquoi est-ce que les chromosomes viennent en paire dans la plupart des cellules? Je vous l'ai dit tantôt, quand vous vous formez, il y a la moitié de votre matériel génétique qui vient de votre père et l'autre moitié qui vient de votre mère. Donc, dans vos paires de chromosomes, par exemple, chromosome 1 ici, ben, il y a un des chromosomes de la paire qui vient de votre mère et il y a l'autre chromosome de la paire qui, lui, vient de votre père à vous. Donc, un chromosome de maman, un chromosome de papa, ça forme une paire de chromosomes. C'est pour ça que vos chromosomes viennent en double. Vous en recevez un de votre mère et vous en recevez un de votre père. C'est ce qui est montré ici. Donc, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, vous voyez ici, ça a été réduit au maximum. Là, on a dessiné seulement 2 chromosomes. On voit que le spermatozoïde et l'ovule fusionnent ensemble pour former une nouvelle cellule. Et on voit que les chromosomes bleus se sont mis ensemble et les chromosomes orange-jaune se sont mis ensemble. Donc, on a maintenant, chaque chromosome, je l'ai maintenant en double. Donc, chromosome bleu, c'est une paire de chromosomes. Et chromosome orange, chromosome jaune, c'est ma deuxième paire de chromosomes. Donc, on voit que ça vient en double ici. C'est pour ça que l'on obtient des paires de chromosomes. Ces chromosomes-là qui font partie de la même paire, on va les appeler par un nom particulier. On va les appeler chromosomes homologues. Donc, paire numéro 1, ce sont mes chromosomes homologues ici qui sont dessinés. Si je vais à la paire numéro 5, vous avez encore vos chromosomes homologues de la paire numéro 5. Donc, les chromosomes qui font partie de la même paire, on les appelle des chromosomes homologues. Très important à se rappeler. Donc, on regarde nos chromosomes ici. On a les 22 paires dessinées, puis la 23e, c'est écrit X et Y. X et Y, ça, c'est quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, la 23e paire de chromosomes, c'est la paire de chromosomes sexuels. C'est elle qui va vous indiquer si vous êtes une fille ou si vous êtes un garçon. Donc, c'est les chromosomes X et chromosomes Y qui se retrouvent dans cette paire-là. Si dans votre paire de 23e paire de chromosomes, vous avez chromosome XX, vous allez être une fille. Donc, vous allez avoir toutes les caractéristiques d'une femme et votre corps va produire tout ce qui concerne la femme. Donc, on va produire de l'estrogène, on va produire de la progestérone. Et ça va vous permettre d'avoir l'apparence féminine. Chez un garçon, ces 2 chromosomes-là sont différents. Les chromosomes sexuels vont être X et Y. Donc, le chromosome Y, entre autres, c'est lui qui va mener à la production de testostérone. C'est pour ça que les garçons ont tendance à vont avoir de la barbe, par exemple, ou du poil dans le visage, parce qu'ils ont le chromosome Y et qui produit la testostérone qui va permettre l'accélération de la croissance des poils. Donc, chromosome X, si la 23e paire de chromosomes, vous êtes XX, vous êtes une fille. Si la 23e paire de chromosomes, c'est XY, vous êtes un garçon. Donc, on peut résumer ça en disant que chez l'humain, nos cellules somatiques possèdent 22 paires de chromosomes, plus une 23e paire de chromosomes qui est les chromosomes X et Y. On peut représenter nos cellules de chromosomes par des lettres selon si on possède un seul chromosome ou si on possède nos chromosomes en paire. Donc ça va être important pour la suite des choses. Donc, on représente le nombre de chromosomes différents que possède une cellule par la lettre N. Donc, si je suis une cellule somatique, on a dit tantôt que dans une cellule somatique, tous nos chromosomes viennent en paire. Donc, dans une cellule somatique, je vais retrouver 2 N chromosomes. Ça veut dire que je vais avoir... Chaque chromosome va revenir 2 fois, d'où le 2N. Pardonnez-moi, je vais trop vite. Si je suis une cellule sexuelle, j'ai dit tantôt que j'avais seulement une seule représentation de chromosomes. Donc, les chromosomes reviennent une seule fois, en une seule copie. Alors, je vais avoir seulement N chromosomes. Ça ne revient pas 2 fois. Si j'ai 2 copies de chromosomes ou si j'ai une copie, je vais appeler ma cellule différemment. Et ça aussi, encore une fois, c'est important. Donc, cellule diploïde. C'est une cellule qui contient les chromosomes en paire. Elle possède donc 2 N
chromosomes et c'est ce qu'on appelle une cellule somatique. Donc, nos chromosomes viennent en paire de 2, viennent en copie de 2, parce qu'il y a un chromosome qui vient de la mère, un chromosome qui vient du père, donc je vais dire que j'ai 2N chromosomes. Si j'ai seulement une copie de chromosome, je m'appelle une cellule haploïde. Je suis une cellule haploïde. Ça, ce sont nos cellules sexuelles, donc les spermatozoïdes chez les hommes et les ovules chez les femmes. Ils possèdent une seule copie de chromosome, donc elles ont seulement N chromosomes. Donc 2N, c'est cellules diploïdes, N, c'est cellules haploïdes. Voici un petit tableau qui résume un peu diploïde, haploïde. Donc, si on regarde l'humain ici, nombre de chromosomes dans les cellules somatiques. J'ai 46 chromosomes. Donc, 2N. Cellules somatiques, chaque chromosome vient en paire de 2, donc ce sont des cellules 2N, j'ai 46 chromosomes. Et à ce moment-là, dans les cellules sexuelles, qui sont des cellules haploïdes, qu'on identifie par la petite lettre N, j'ai seulement 23 chromosomes. Okay? Donc, 2N est égal à 46 pour l'humain et N est égal à 23. Si on prend le chat, lui, dans ses cellules somatiques, il possède 38 chromosomes. Dans ses cellules sexuelles, il possède 19 chromosomes. Donc, 2N est égal à 38 et N est égal à 19. Et ce que vous remarquerez, en fait, c'est que dans les cellules, le nombre de chromosomes dans les cellules somatiques versus le nombre de chromosomes dans les cellules sexuelles, c'est toujours moitié moins. Donc, si j'ai 8 chromosomes dans mes cellules somatiques, ben, je vais en avoir 4 dans mes cellules sexuelles. 8 divisé par 2, ça fait 4. J'ai 42 chromosomes dans mes cellules somatiques, ben, je vais avoir 21 chromosomes dans mes cellules sexuelles. C'est 42 divisé par 2, ça fait 21. J'ai 104 chromosomes dans mes cellules somatiques, je divise par 2, ça va me donner le nombre de chromosomes que j'ai dans mes cellules sexuelles, c'est 52. Donc, on voit que peu importe l'espèce, j'ai toujours 2 fois plus de chromosomes dans les cellules somatiques que j'en ai dans les cellules sexuelles. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là.